Éclairage sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC, indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi Économie, chaque jeudi à 14h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20h. Jeudi Économie, émission présentée par Eric Ambago. Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans votre magazine hebdomadaire Jeudi Économie. Vous connaissez les rubriques, taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Vous aurez le cours des principales méthodes d'exportation du pays, le panier de la ménagère et un invité pour commenter un sujet de l'actualité économique. Commençons par les taux de change. Béro Matanda, bonjour. Bonjour Eric Ambago. Quelle est la parité aujourd'hui franc-congolais principale devise étrangère? La parité franc-congolais principale devise étrangère à l'indicatif se présente comme suit. $1 américain vaut 2862,8548 francs congolais. 1 euro équivaut à 3093,0732 francs congolais. 1 franc CFA égale à 4,7154 francs congolais. Et 1 rand sud-africain vaut 155,9070 francs congolais. Au marché parallèle, $1 américain équivaut à 2855 francs congolais, 1 euro vaut 2862 francs congolais et 1 franc CFA égale à 4,2 francs congolais. Et quel est le cours des principales matières d'exportation du pays? Voici le cours des matières premières. La tonne du cuivre n'a pas bougé. Elle coûte toujours 9532,10 $ américains comme la semaine dernière. Le coût de la tonne du cobalt n'a pas bougé non plus. Il coûte toujours 26 000 $ américains comme il y a une semaine. L'once d'or est vendue à partir de 3134,25 $ américains contre 3016,98 $ américains il y a une semaine. Le baril du pétrole revient à 69,85 $ américains contre 69,70 $ américains la semaine passée. Et enfin, une tonne de cacao est vendue à partir de 8 177 $ américains contre 7 995 $ américains la semaine dernière. Merci Béro Matanda. On vous retrouve avant la fin de l'émission pour le panier de la ménagère. Les États-Unis d'Amérique prêts à discuter de partenariats sur les minerais rares avec la République démocratique du Congo. Accord en échange d'une aide à la sécurité. Cet accord sera-t-il gagnant-gagnant? Jeudi Économie reçoit pour vous le PCA de la société Kobil SA. Il est aussi cadre de l'Union sacrée de la Nation. Monsieur Thierry Moussanepo, bonjour. Bonjour. Accord minerais contre sécurité, d'où vient cette idée, d'où vient ce concept? Merci beaucoup pour la question. D'abord, il faudrait savoir, et les auditeurs également, que les nations évoluent en termes de collaboration et d'échange. C'est-à-dire que les relations qui unissent nos pays avec d'autres encore tournent autour du marché du donner et du recevoir. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu me donnes ou qu'est-ce que je reçois de toi? C'est ainsi qu'il est établi les normes commerciaux qui permettent à ce qu'il y ait des échanges qui rapportent à des nations soit des devises ou encore de la technologie et même des équipements. La République démocratique du Congo est l'un des pays solutions pour les questions en termes d'énergie et de transformation que le monde connaît aujourd'hui. Et les États-Unis d'Amérique, en tant que première puissance du monde, a un sérieux besoin des terres rares qui sont aujourd'hui appelées de manière globale ainsi, mais c'est plus tout ce qu'il y a comme valeur en termes chimiques, en termes minéraux, que l'on retrouve sur le tableau de Mendeleev, mais que l'on retrouve dans le sous-sol de la République démocratique du Congo. Comment va se concrétiser ce partenariat? Oui, je vais y arriver. Donc c'est dans ce sens-là que le chef de l'État, ayant compris que la République démocratique du Congo, et ça c'est depuis la conférence de Berlin, a énormément de richesses, mais qui ne sont que des potentialités. Parce que c'est dans très peu de cas qu'il y a eu des études qui ont certifié les quantités et les valeurs de ces richesses. Il est donc grand temps que nous puissions nous en servir et pour permettre à ce que nous puissions répondre à nos enjeux internes en termes de survie. Et cela se décline en termes de sécurité, en termes de transfert de technologie, mais aussi en termes d'équipement. D'où
l'approche entre la République démocratique du Congo et les États-Unis autour de cette discussion qui est une discussion classique entre pays, parce que nous savons que les États-Unis aujourd'hui sont en besoin de terres rares et de minerais. Le président américain Donald Trump a eu à l'exprimer lorsqu'il a parlé avec le président de l'Ukraine, mais cela aussi s'explique par les avancées technologiques que connaît ce pays. Maintenant, par rapport à votre question, il y a déjà en 2023 un accord qui avait lié la République démocratique du Congo et la Zambie autour de la transformation du lithium pour faire des batteries. Et les États-Unis étaient aussi partis de cet accord pour apporter la technologie, parce que le vœu du chef de l'État, c'était de pouvoir transformer les minerais de notre pays pour éviter que cela puisse sortir en brut, pour que cela puisse revêtir d'une valeur ajoutée qui crée de la richesse. Non seulement en termes de ce que la parafiscalité de notre pays va bénéficier, mais aussi en termes de technologie que les Congolais vont obtenir. Et rappelez-vous également qu'il y a eu un vœu des États-Unis, à l'époque du président Biden, de mettre en place le corridor de Lobito pour permettre à ce que les États-Unis, à l'instar de la Chine, puissent bénéficier des minerais stratégiques qui sont aujourd'hui renseignés en République démocratique du Congo, surtout dans sa partie sud. Mais les zones ciblées sont connues, le Grand Katanga, on parle aussi du Kivu. Ces régions sont déjà quasiment occupées, soit par des sociétés chinoises et autres, ou par des artisanaux. Il ne faut pas oublier que l'État reste souverain et exerce sa souveraineté sur le sol et le sous-sol. Cela est un article de notre Constitution. Donc, certes, il y a des accords à certains endroits pour certains carrés miniers qui aujourd'hui sont exploités au nom de la Gécamine via des joint ventures avec les sociétés chinoises, australiennes, canadiennes et bien d'autres. Il y a aussi un pan de ces carrés miniers qui sont aujourd'hui exploités de manière artisanale, mais il y a aussi d'autres carrés miniers qui aujourd'hui soit sont tombés en désuétude parce que lorsque le CAMI a donné à des tiers ou pour étude ces carrés miniers, ils n'ont pas respecté le droit. C'est le cas notamment de la mine que revendique monsieur le rebelle et terroriste Corneille Nangaa dans l'Ituri, qu'il a eu à acquérir de manière irrégulière et que l'État a récupéré, et il y en a beaucoup comme ça. Mais il y a aussi d'autres sites où il n'y a pas encore d'exploitants. Encore que l'État a tous les mécanismes qu'il faut pour compenser soit à des artisanaux ou à des entreprises privées qui exploitent des mines pour que cela puisse servir dans d'autres projets avec des dédommagements qui sont prévus par le code minier de notre pays. La RDC table sur ce genre de partenariat alors qu'on a un problème de certification de nos réserves. Justement, je vous ai dit ici que pour la plupart des minerais, il y a un problème d'étude, il y a un problème de certification, donc c'est encore des richesses potentielles. Et donc il est important que nous puissions quitter l'étape de potentialité vers des richesses réelles certifiées. Mais pour que cela puisse se faire, il faut qu'il y ait des partenariats en termes d'intérêts. Parce que ces intérêts vont pousser trois choses. Premièrement, susciter des études qui vont permettre une certification. Deuxièmement, apporter l'infrastructure qu'il faut pour accéder à ces zones d'exploitation. Troisièmement, l'investissement qui va comprendre d'abord le fait qu'il y aura une logistique qui va accompagner l'exploitation, mais aussi et surtout la technologie qui va être finalement entre les mains des Congolais qui vont travailler dans ces projets d'exploitation à grande envergure. Il existe déjà des accords bilatéraux entre la RDC et les États-Unis. Pourquoi créer un autre accord préférentiel dans le secteur minier? Les autres accords tels que l'AGOA et bien d'autres encore sur des secteurs qui touchent l'économie sont génériques. Mais la spécification de ce vœu du président de la République, c'est de pouvoir solliciter cet accompagnement de notre partenaire les États-Unis
pour que nous puissions utiliser cet apport dans le sens de la sécurisation de notre territoire, en termes technologiques, mais aussi en termes militaires. Et à côté de cela, notre pays partenaire qui est les États-Unis va bénéficier des minerais qui vont permettre à son industrie, notamment aéronautique, mais aussi civile, de pouvoir évoluer convenablement. Donc la spécification ici ne met pas à l'écart les autres accords qui existent déjà à titre commerciaux entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Ce sont les entreprises américaines qui seront donc impliquées, qui auront l'avantage de pouvoir participer à ce partenariat. Mais on sait que ces entreprises ont toujours hésité à venir en RDC en raison de la corruption dans tous les secteurs. Aujourd'hui, le monde entier reconnaît, et cela a été même reconnu au niveau du Sénat américain, qu'il y a eu un effort considérable sous l'égide du président de la République, Félix Tshisekedi, pour combattre la corruption. Cela s'est articulé par le fait qu'il y a eu une mise en place des structures qui accompagnent cette lutte contre la corruption, notamment la PLC, et aussi les moyens qui ont été mis pour un meilleur travail de l'inspection générale des finances. Le journal New York Times américain a plébiscité le travail de IGF au cours de l'année 2023 et même 2024. Et aujourd'hui, la sphère économique américaine et même du monde entier reconnaît qu'il y a énormément d'efforts qui ont été consentis. D'ailleurs, en interne, si aujourd'hui nous réussissons à engranger un grand nombre de moyens qui ont permis à l'État notamment de doubler la solde des policiers et des militaires, c'est parce que ces moyens hier partaient dans les poches des gens via des systèmes mafieux. Rappelez-vous que cela a été décrié par le professeur Luzolo Bambi, à l'époque conseiller spécial de lutte contre la corruption de l'ancien président de la République. C'est donc toutes ces vannes-là qui ont été fermées, pas totalement bien sûr, mais en grande partie, et qui aujourd'hui permettent à ce qu'il y ait un climat des affaires beaucoup plus assaini. Et aussi, le président de la République a mis en place, au niveau même de la présidence, tout un panel d'experts pour accompagner la RDC à assainir son climat des affaires. Donc tout cela sont des éléments à mettre dans la gibecière pour convaincre les partenaires américains et même européens et asiatiques de venir investir en République démocratique du Congo. Mais il y a encore au niveau du climat des affaires, pour créer des entreprises, ici on avait dit 2-3 jours, certains font des mois, même des années avant de créer une entreprise. Aujourd'hui, le guichet unique permet de délivrer les documents qu'il faut pour une entreprise en maximum une semaine. Ça, c'est théorique. Et je vous dis même que c'est dans la pratique. Et le temps est un peu plus long parce que la décision a été prise de pouvoir englober toutes les autorisations et non seulement le RCCM et l'identification nationale. On y a ajouté également le numéro impôt, le numéro INPP, le numéro de la CNSS. Donc tout cela permet à ce que les entreprises nouvellement créées ne puissent pas aller frapper dans plusieurs portes, mais en un seul endroit obtiennent les autorisations qui leur permettent d'évoluer convenablement. Vous le dites bien, mais ça passe toujours entre les mains des personnes et donc possibilité que l'argent passe entre deux personnes, donc c'est toujours pas rassurant. Pas du tout. Au niveau du guichet unique, il y a une informatisation des données. On a réduit au maximum le contact entre les agents et les espèces sonnantes et trébuchantes. Ce partenariat va impacter négativement ce qu'on appelle la compétition. Les autres entreprises chinoises ou australiennes auront du mal aujourd'hui à acquérir des carrés miniers parce que la priorité pour la RDC, ce sera les États-Unis. Non, pas du tout. Il faut savoir que à côté de l'exploitation de nos mines par les entreprises chinoises qui se sont constituées en groupement, il y a eu d'autres exploitants. Je vous ai parlé ici des Canadiens, je vous ai parlé même des Sud-Africains qui ont travaillé à côté d'eux. Dans des secteurs tels que de l'or, il y a des entreprises comme Kibali qui ont travaillé parallèlement à notre office même de Kilomoto.
C'est pour vous dire que la diversification, c'est ça même le choix stratégique d'un État. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous fermer à un seul partenaire. Au même moment que nous travaillons avec les Occidentaux, avec l'Asie, avec nos frères africains, au même moment, les Congolais aussi, qui sont dans ces domaines-là, continuent leur travail. Il n'y a pas d'exclusive sur les minerais de la République démocratique du Congo. Mais les États-Unis auront un avantage sur tous les autres partenaires. Pas du tout, cela n'a pas été dit ainsi. Il y a certes un privilège qui est donné aux États-Unis par rapport au fait qu'il y a une détermination de ce gouvernement de pouvoir accompagner la République démocratique du Congo, la volonté de notre président de travailler avec cette première puissance du monde pour répondre aux défis stratégiques que rencontre notre pays, notamment sur le plan sécuritaire. Donc il est tout à fait normal qu'il y ait un privilège. Mais l'exclusive, ça, dans notre modèle économique, ça n'existe pas du tout. Vous n'avez qu'à suivre ce que dit le gouvernement en termes d'élargissement de l'assiette d'investissement en République démocratique du Congo. Et c'est même pour ça que les agences telles que l'ANAPI existent. C'est pour permettre à ce qu'il y ait une diversification dans les investissements dans plusieurs domaines en République démocratique du Congo. Quand on dit que la RDC va bénéficier de la sécurité, ça sera en termes de matériel, ça sera en termes de formation. L'armée américaine va se déployer au Congo pour protéger la RDC. D'abord, il faut savoir une chose, c'est qu'il est de la responsabilité du gouvernement d'un pays de pouvoir protéger ses citoyens. Jamais, alors jamais, il n'a été question que nous puissions sous-traiter la sécurité de nos populations à une armée tiers. Donc si coopération militaire il y en aura, ça sera une coopération militaire standard comme nous en voyons aujourd'hui avec d'autres pays, en termes de partage d'informations, en termes de partage de technologies, en termes d'accompagnement de formation professionnelle et mécanique des militaires, en termes de soutien aérien ou satellitaire et même tactique. Tout cela, ce sont des accompagnements qui rentrent dans le cadre des coopérations militaires standards que les pays connaissent dans le monde entier. Ce ne sera pas du troc sécurité contre minerais. Mais écoutez, la République démocratique du Congo est un pays souverain. Nous ne pouvons pas sous-traiter notre sécurité et ça c'est impossible. Cela violerait notre constitution. Et vous savez très bien que le chef de l'État est très regardant sur cette question et donc n'espérait en aucun moment qu'il puisse y avoir une possibilité où on céderait notre sécurité à un pays tiers. Les FARDC vont continuer à le faire puisque c'est constitutionnel et puisque c'est comme ça que les États modernes fonctionnent. On aurait pu également signer un contrat bilatéral de coopération militaire au lieu d'aller vers un accord minerai contre sécurité. Le problème avec les coopérations militaires, c'est que c'est limitant dans la mesure où ça peut ne servir qu'à la formation. D'autres encore ne peuvent servir que sur les renseignements ou encore sur les académies qui sont ouvertes pour nos officiers qui veulent être des brevetés d'état-major ou des brevetés d'administration militaire. Mais en ce qui concerne les domaines sécuritaires d'équipement et beaucoup plus profonds, c'est tout à fait normal qu'il y ait des cas spécifiques tels que ceux que le gouvernement souhaite aujourd'hui avoir avec les États-Unis. Parce qu'en ce moment-là, c'est stratégique, c'est plus profond et c'est encore plus large. Et généralement, ce genre d'accord englobe le tout, c'est-à-dire la vente des équipements, la vente de technologies, l'accompagnement en formation, l'ouverture des académies militaires pour nos militaires qui demain deviendront des rangers, comme on a connu à l'époque du maréchal Mobutu, et bien encore. Ce partenariat aura un impact sur l'économie congolaise? De toutes les façons, il faut retenir une chose. C'est que nos minerais, tels que c'est encore aujourd'hui enfoui sous nos pieds, ne peuvent pas nous servir tant que cela n'est pas exploité, tant que cela n'est pas étudié, tant que ce n'est pas certifié, tant que ce n'est pas transformé. Dans tous les cas où on arriverait à faire des études, des certifications, de la transformation, nous allons inexorablement, positivement faire impacter cela dans l'assiette du trésor public. Parce que cela s'accompagne de paiement de royalties, cela s'accompagne des droits que l'État va capter
via la participation de son entreprise mère, généralement c'est la Gécamine, ou d'autres sociétés encore. Tout cela va permettre à ce que l'assiette fiscale de la République démocratique du Congo puisse s'étendre davantage. Rappelez-vous ce qu'était la province du Haut-Touélé avant l'investissement de Kibali Gold. Cet or-là était encore sous les collines. Ça ne servait à rien. Cette province de notre sainte Anouarit Nengapeta était encore pauvre, il faut le reconnaître. Mais il a fallu qu'il y ait des études où on a certifié la quantité d'or dans ces carrés miniers, il y ait l'investissement qui d'abord a apporté une richesse, une plus-value, des infrastructures dans cette contrée. Et aujourd'hui, les royalties qui tombent sur la table, non seulement de la province, mais aussi de l'État national. Donc tout cela va permettre à une augmentation de l'assiette fiscale et parafiscale de la RDC. Vous voulez dire que cet accord sera gagnant-gagnant ? Mais toujours, parce que si ce n'était pas gagnant-gagnant, nous serions donc en train de rentrer à l'époque coloniale. Il faut savoir que la République démocratique du Congo a un code minier, a un cadastre minier, a des structures qui scrutent les droits qu'il faut payer pour obtenir la possibilité de travailler. Tout cela compte. Il y a un cas d'école qui a précédé ce qui est en train d'être discuté ou pensé aujourd'hui. C'est le cas de contrat de mine contre infrastructure. Rappelez-vous que ça a permis... Il y a des problèmes. Non, ça a toujours été ainsi dans la marche du monde. Hein. Il y a toujours eu des erreurs qu'il faut corriger pour mieux avancer. Et ces corrections ont été apportées par l'Inspection générale des finances, qui aujourd'hui a permis à ce que ce contrat puisse être réévalué et porté à hauteur de 7 milliards de dollars. Donc ça signifie qu'en contrepartie, la République démocratique du Congo bénéficie des infrastructures. Aujourd'hui, on parle de la rocade. Hier, on avait parlé des grandes routes telles que le boulevard Lumumba et le boulevard du 30 juin, l'avenue de la Rive et d'autres ponts dans l'arrière-pays. Tout cela, c'est des jurisprudences qui permettent aujourd'hui de comprendre que la même approche est en train d'être établie. C'est-à-dire que les minerais qui sont les nôtres vont servir à nous donner des moyens financiers pour renforcer notre sécurité. Parce que aujourd'hui, Monsieur Ambago, nous sommes dans la guerre des minerais. Mais il faut savoir que demain, nous serons dans deux types de guerres beaucoup plus virulentes. C'est-à-dire la guerre de l'eau, parce que les eaux douces, la quantité s'amenuise sur l'étendue de la planète. Aussi la guerre de l'espace, le terrain. Déjà, dans le Grand Nord, il y a une pression démographique qui vient du Soudan du Sud avec les éleveurs Mbororo, qui ont besoin de pâturage, qui ont besoin de terre pour alimenter leur bétail. Demain, ça sera encore pire. Donc il faut se préparer à tout cela et il faut que nous soyons proactifs dans la mesure où nous savons déjà que cela arrivera et qu'aujourd'hui, nous devons préparer la protection de nos frontières avec des moyens colossaux. Ce partenariat, vous dites que c'est gagnant-gagnant, c'est nous qui sommes demandeurs. Les États-Unis n'avaient pas demandé, c'est nous qui sommes demandeurs. Donc on sera obligé de fléchir. Il y a la loi de l'offre et de la demande. L'offre est là. La République démocratique du Congo a suffisamment de richesses, de matières pour servir l'industrie du monde entier. Hier, c'était la Chine. Avant-hier, c'était la Belgique. Et puis encore, c'était l'Afrique du Sud. Rien n'empêche que ce soit les États-Unis. Donc, nous ne partons pas en position de faiblesse. Nous partons dans les deals comme ça se passe partout dans le monde sur le plan commercial. Nous avons nos mines. Vous en avez besoin. Qu'est-ce que vous nous donnez? Voilà ce que nous vous donnons. On voit souvent les États-Unis investir peu à l'extérieur. Avec la politique américaine aujourd'hui, le principe de Donald Trump, Make America Great Again, ça veut dire que tout doit rentrer aux États-Unis, pas à l'étranger. Non, mais il faut savoir que les États-Unis investissent aussi ailleurs. Rappelez-vous, dans la province du Lualaba, les grandes mines de cuivre qui aujourd'hui appartiennent à des entreprises chinoises, TFM, par exemple, comme TFM, ont appartenu à des investissements américains. Donc cela n'empêche pas, oui, ils peuvent venir et partir quand ils veulent. Cela ne dérange en rien.
Il faut savoir que les investissements américains ne marchent que dans le sens où ils vont trouver un intérêt. Et c'est ce que font tous les commerçants. C'est vrai que les Chinois sont peut-être moins regardants sur certains éléments, les Américains beaucoup plus regardants et les Occidentaux en général, mais n'empêche qu'aujourd'hui, les conditions sont réunies de manière à ce qu'ils puissent venir en toute sécurité investir en République démocratique du Congo. Mais s'ils étaient partis, ça veut dire que les conditions n'étaient pas bonnes. Qu'est-ce qui va les pousser à revenir aujourd'hui? Est-ce que les choses ont changé? Est-ce qu'il y a plus d'investisseurs aujourd'hui dans le secteur minier? Il n'y a pas de major, monsieur Moussenepo. Vous n'avez même pas besoin de vous préoccuper, questionnez les chiffres. Aujourd'hui, les chiffres, par exemple, de l'Institut Mo Ibrahim disent clairement que la RDC a gagné 5 places dans le rapport Doing Business. Questionnez la Banque mondiale en ce qui concerne le climat des affaires. Toujours dans le peloton de la queue, là. Mais écoutez, si vous devez devenir premier et que vous étiez bon dernier ou bon avant-dernier, vous devez commencer à gravir les échelons. C'est ça la règle de la nature. Donc, la République démocratique du Congo a gagné en termes de positionnement dans la bataille de l'assainissement du climat des affaires. Donc, il ne faut pas désespérer. Il faut être certain que les choses vont aller. Sinon, comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, les États-Unis soient réceptifs à ces discussions? Comment expliquez-vous que le président Biden s'est déplacé à la dernière semaine de son mandat pour établir le plan de la route de Lobito, si réellement il ne croyait pas en la République démocratique du Congo? Moi-même, à Kobil, en tant que président du conseil d'administration, j'ai suivi personnellement une mission que la direction générale a menée aux États-Unis, où, via l'ambassade des États-Unis, il y a un investissement en termes d'énergie propre pour nos stations, pour implanter les panneaux solaires au niveau de nos stations. C'est une entreprise américaine. Donc c'est pour vous dire que la RDC n'est pas du tout blacklistée en termes d'investissement américain. Aujourd'hui, accord mine, sécurité, les préalables ont été rencontrés pour ne pas se retrouver dans l'échec, on va dire comme ça, quasi-échec de l'accord mine contre infrastructure. On apprend que de ses erreurs. Et je pense aujourd'hui que les réajustements qui ont été apportés, notamment via le concours de l'Inspection générale des finances et du cabinet du président de la République, il y a fort à croire que les Congolais sont suffisamment outillés pour ce genre de discussion qui demande des échanges en termes commerciaux. Donc, il faut être certain que si nous allons discuter aujourd'hui, c'est fort de notre expérience d'hier, où à un moment de début de ce contrat entre le groupe des entreprises chinois et la République démocratique du Congo, il y a eu un déséquilibre. Ça, il faut le reconnaître. Mais ensuite, il y a eu un réajustement, grâce toujours à l'expertise des Congolais, notamment M. Jules Alinguete, notamment M. Wameso et bien d'autres encore, Guilain Nyembo, à l'époque directeur de cabinet, qui se sont battus autour de cet idéal. Donc cette expérience-là va nous permettre demain de discuter, pas seulement avec les Américains, mais avec tout celui qui sera prêt de venir et de solliciter les minerais de la RDC contre des services donnés ou même contre de l'argent, il faut le dire. Monsieur Thierry Moussenepo, je rappelle que vous êtes PCA de Kobil, vous êtes également cadre de l'Union sacrée des Nations. Naboku Senalingala, Lelo Toyoki, RDC, na États-Unis bango signé accord. RDC alingini aliko kaba kitanaye pote États-Unis ayako batelaye atinda ba mapingana ba ko batelaye lokola bitumbezali na mboka. Bandeko bakolanda biso sengeli bayeba ete mokonzi ya mboka akotia elikia obele na basoda congolais po ete babatela mboka na biso. Soko mokete akokanisa ete mboka na biso kokobatelama na bapaya. Lisolo oyo ezali lelo komanyolama na katikati ya mboka biso na États-Unis ezali po ete nkita oyo ezali na mboka na biso ekoka kopesa biso nzela ya kokwa makoki oyo ekopesa na mbula matadi makasi ya kosomba minduki, ya kosomba bampepo pe ya kotia mampinga na biso na lolenge elongo bani po ete babatela ekolo. Toyebi ete na eleko ya Papa Kabila ezalaki na masolo ebetamaki katikati ya mboka na biso na Chine. Esika wapi nkita esalisaki po ete tokwa banzela bango bazwa nkita. Solo
mwa kokoso ezalaki na kati ya masolo ena. Kasi bato ya mayele ya mboka na biso ndakisa ndeko Jules Lingete bakendeki penza kosolola lisusu na ba chinois ena lelo oyo bazweli biso elonga to matiti na 7 milliards banzela misusu ekoti na kati ya projet yango ndakisa ya nzela ya corridor oyo eza kosala makoba na nzela mbudi oyo kokende ti aéroport Njili. Na yango na moya lelo ezali pe na masolo ena oyo mokonzi ya mboka azali komanyola po ete kita ya biso esalisa biso na makambo ezali ya motuya ya bozwi kimia na mboka na biso. Po ete tozwa kimia esengeli mampinga na biso balia malamu, balata malamu, balala malamu, bazwa kote ya malamu, bazwa minduki ya malamu, nyonso wana ekopesa nzela po ete mboka ya biso ekokovanda na kimia po totonga yango ndenge longo. Boyo kanywane kosala mandenge nini bakozwa ba cuivre, ba cobalt, ba lithium, ba kamati ba kopesa yango États-Unis atindeli biso minduki atindeli biso ba soda mapinga po baya kobata lekolo. Mayele wana nde na moya lelo oyo ezali na bato oyo bakomanyola yango po ete baye basolo lolenge kanye kosalama. Kasi ezali na bopete lokola ba mama na biso basalaka yo oza na mosolo ngana oteka nguba na pesi nguba opesinga mosolo ezali se bongo nde tokosala lelo na mikili nyonso pesa la makabongo. États-Unis ba société nende bakoya pa na biso pona koluka ba minerais wana lelo toza boyoka na États-Unis pona nini totikali na relation toza na États-Unis te tolingika kokende na masolo ya minerais na sécurité. Masolo ya bamboka ezali lokola masolo ya libota ekokobaka. Lelo tokoki kosola masolo etali formation militaire, lobi tokosola makambo etali paiement ya douane o tobengi ya goa, kasi lobi okuna tokosola makambo etali ndenge kani yo kozwa nkita ngai na kozwa manduki ngai na kozwa makambo etali sécurité. Pour sécurité zaka manduki te ezape ba satellite za na ba domaine ebele. Donc lelo oyo masolo soki ezali kobetama elingi koloba soko mokete oyo nyonso ya kala oyo toyokanaka to oyo esalamaka katikati ya biso na États-Unis ekpe na mai ata mokete. Masolo ya bamboka ekobaka na bokobi yango nde lelo tokomi sikoyo na etapi oyo tokokanisa na ndenge kani nkita oyo ya mboka ya biso ekopesa biso nzela ya kokwa oyo biso toza nango mposa pona kobatela ekolo ya biso. Voilà un peu le résumé en lingala de ce que nous avons dit en français. Monsieur Thierry Motsenepo avec vous, nous allons suivre le panier de la ménagère avec Béro Matonda. Eric, il n'y a pas eu changement des prix des denrées alimentaires sur le marché cette semaine. Les articles sont vendus comme la semaine passée. Le sac de riz de 25 kg coûte 70 000 francs congolais depuis quelques semaines. La mesurette au Sakombi est à 2 000 francs. Un sac de semoule de 25 kg coûte 56 voire 63 000 francs congolais. La mesurette au écolo revient à 3 500 ou 4 000 francs congolais. Un sac de haricots coûte 240 voire 260 $ américains. La mesurette ou copeau de haricots appelé Goma ou Bilbil coûte 5 000 francs. Les haricots dénommés Basolda coûtent 4 900 francs congolais la mesurette. Loufou 4 300. Les Milaï 3 800 francs congolais. Les prix des surgelés sont répartis de la manière suivante. 1 kg de cuisse de poulet est à 8 000 francs congolais. Un poulet non emballé coûte 12 000 francs. Le kilo de viande de bœuf coûte 22 000 francs congolais. 1 kg de chanchard varie entre 10 et 12 000 francs, c'est selon le poids. Une mesurette ou écolo de maïs revient à 2 500 voire 3 500 francs congolais. Le sac coûte 300 000 francs. Un sac de cossette de manioc varie entre 100 et 300 000 francs congolais. Un seau de cossette de manioc est à 25 000 francs congolais. Un sachet de sucre de 5 kg coûte 20 000 francs. La mesurette ou sakombi coûte 2 000 francs congolais. Une mesurette ou écolo de farine de froment coûte 4 500 francs congolais. La mesurette ou sakombi revient à 2 000 francs. Un carton de poisson salé coûte 184 000 francs congolais. Le kilo est à 22 000 francs congolais. Un tas de bananes plantains varie entre 5 000 et 10 000 francs congolais. Une botte de feuilles de manioc coûte 5 000 francs. Celle des amarantes coûte 2 000 francs. Celle d'oseille est à 1 000 francs. Un chou paumé varie entre 2 000 et 5 000 francs. Un tas de fumbois ou feuilles mijotées coûte 2 000 francs congolais. Une botte des épinards coûte 3 000 francs congolais. Un filet d'oignon varie entre 35 et 100 000 francs congolais. Un oignon coûte 200, 500 voire 1 000 francs congolais. Un filet d'ail coûte 80 000 francs congolais.
Une gousse d'ail varie entre 100 et 1000 francs congolais. Une tomate fruitée coûte 500 francs. Un tas de poivrons coûte 2000, 3000 ou 5000 francs congolais. Une botte de ciboulettes ou ndembi varie entre 1000 et 5000 francs. Une chikwang bateke est vendue à partir de 1000 francs. Une pastèque varie entre 3000 et 20 000 francs. Une orange coûte 500 francs. Une mandarine coûte aussi 500 francs congolais. Un tas de safou varie entre 1000 et 5000 francs congolais. Un pain coûte 500 francs au plus. Un sac de braise revient à 50 000 francs congolais. Merci Biro Matanda, on vous retrouve la semaine prochaine avec vos différentes rubriques. Alors monsieur Thierry Motsenepo, rapidement quelques questions avant de nous séparer. Alors, les prix des denrées alimentaires toujours en hausse, on n'a pas vraiment senti les allègements fiscaux sur les principaux produits de grande consommation comme l'a fait annoncer le gouvernement l'année dernière. Ça a échoué. Non, ça n'a pas échoué. Certes, il y a eu baisse des produits, surtout les produits qui étaient ciblés par les mesures d'accompagnement du ministère de l'économie. Mais pour le reste des produits, il y a une maîtrise qui est aujourd'hui suivie pas à pas par le ministère de l'économie pour éviter que la structure de prix ne s'emballe. Et je peux vous dire que s'il n'y avait pas eu ces mesures, nous serons aujourd'hui non seulement dans une inflation galopante, mais aussi les prix allaient s'emballer comme vous ne pouvez pas imaginer. Et cela allait négativement impacter le panier de la ménagère et le pouvoir d'achat des Congolais. Donc il faut féliciter le gouvernement, non seulement d'avoir réalisé la promesse, c'est-à-dire le rabais des prix des produits qui ont été ciblés. Moi, dans le domaine du pétrole, je peux vous dire que vous savez que le litre à la pompe était à 3200, 3300. Aujourd'hui, il est à 2900. C'est par rapport à ces mesures qui ont été prises par le gouvernement. Il n'y aura pas de pénurie de carburant. Non, il n'y aura pas de pénurie de carburant. Depuis que ces mesures ont été prises, nous continuons à vendre et la collaboration entre nous et le gouvernement se passe très bien. Sur ce domaine, le gouvernement est à féliciter. Il y a parfois des longues files dans vos stations-service. Pas du tout. Aujourd'hui, il n'y a pas de file dans nos stations. Cobil vend 24 sur 24 et dans toutes les stations, nous avons suffisamment de produits. Alors vous êtes membre de l'Union sacrée de la Nation, le conseiller spécial du chef de l'État consulte pour la formation de gouvernement d'union nationale. Est-ce qu'on n'a pas mis la charrue avant le bœuf? On aurait dû peut-être faire un dialogue avant d'aller vers un gouvernement d'union nationale? Bon, il faut savoir que le président de la République, lorsqu'il a prêté serment pour son second mandat, a été clair que tous ceux qui ont un amour réel et profond pour le Congo vont travailler avec lui. Donc, étant donné que nous sommes dans une situation particulière où il y a un pays voisin qui, pour la énième fois, est décidé à agresser notre pays, il est important que les Congolais, de manière interne, puissent se mettre ensemble pour contrer cet ennemi qui vient de l'extérieur. D'où ces consultations, pour permettre à ce qu'on puisse dégager un consensus sur la gouvernance. Parce que le consensus sur la gouvernance va permettre à ce qu'il y ait une unité de pensée sur le plan interne et nous donner beaucoup plus d'outils pour combattre l'ennemi qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire le Rwanda qui nous agresse. On commence par gérer la crise interne, il y a des frustrations, il y a des gens qui ne sont pas contents, on termine ces soucis et puis après on signe la réconciliation. Justement, monsieur Mbago, les consultations vont servir à écouter les frustrations des uns et des autres, les idées des uns et des autres, parce que ce n'est pas tout le monde qui participe à un cadre institutionnel pour donner ses idées. Par exemple, moi, je ne suis pas député, je ne suis pas sénateur, je ne suis pas membre du gouvernement. Où est-ce que je vais porter mes idées? Donc, ce cadre-ci permet à ce que nous autres, qui sont dans la majorité mais qui avons des idées, nous puissions les verser, mais aussi les autres frères et sœurs congolais et congolaises qui sont dans l'opposition puissent venir aussi avec leurs idées pour les verser, pour dégager un consensus de gouvernance qui soit axé primordialement sur le social des Congolais, la sécurité de notre pays et de notre territoire. Dialogue SENCO, ECC, ce n'est plus important aujourd'hui. D'abord, il faut savoir que toute idée ou toute action qui doit mener à la paix est à saluer. Mais maintenant, il faut savoir quelle est l'idée profonde. Moi, je me suis toujours opposé au fait qu'il n'y ait pas de démarche qui soit parallèle à ce que fait le gouvernement. Parce que les Congolais ont fait confiance en un gouvernement par les élections.
alors les autres acteurs qui ne sont pas passés par ce processus ne peuvent que se greffer dans ce que fait le gouvernement et non aller dans un sens parallèle. Cela prête à confusion et cela expose le pays. Or, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, mon jugement est que les CC et l'Église catholique sont dans une démarche parallèle au gouvernement, ce qui n'est pas acceptable. Ils doivent cesser. Mais attendez, soit réajuster ou cesser, pour éviter qu'il y ait des cacophonies. Parce que je vois mal, monsieur Ambago, que avec ce qui se passe aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie, que le président Zelensky ait une marche qui est déterminée par son gouvernement sur le plan diplomatique, mais que l'évêque de Kiev puisse partir voir Poutine de manière parallèle et discuter avec lui. Comment vous pouvez expliquer qu'il y ait aujourd'hui des terroristes qui prêtent allégeance à l'étranger, mais qui soient bons amis avec les évêques? C'est ça qui pose problème. Maintenant, à eux de nous expliquer quelle est la profondeur de leur démarche. Mais un dialogue pour un pacte social, pour mettre fin à cette guerre récurrente à l'est de la RDC. Mais la guerre récurrente à l'est de la RDC, c'est connu. C'est Kagame. Mais bien sûr, chance pour lui, à chaque fois, il trouve des Congolais aigris qui vont lui prêter la main. Le conseil spécial consulte. Il consulte la majorité et certains opposants modérés, on va dire comme ça. Lorsque le directeur de cabinet du conseil spécial, le professeur Espoir, a eu à rendre publique la démarche, il a été clair que cela est ouvert à tous les Congolais. Donc, si ceux-là pensent qu'ils ont des idérata ou des cahiers de charges, voilà l'occasion d'en parler. Je rappelle que notre invité c'était M. Thierry Monsenepo, le président du conseil d'administration de Cobul SA et aussi membre cadre de l'Union sacrée de la Nation. M. Thierry Monsenepo, merci d'avoir répondu aux questions de Jeudi Économie. C'est à moi de vous remercier. Merci à Miguel Mena, le réalisateur. Merci à vous, chers auditeurs. Vous pouvez suivre cette émission sur notre page Facebook Jeudi Économie avec Eric Ambago. À très bientôt.